Bonjour à tout le monde, on vous accueille aujourd'hui dans le cadre des journées du séminaire d'Axe, de l'Axe 4 du GSO. La thématique aujourd'hui que l'on va aborder est une étude, c'est l'une des dernières études haute résolution du réseau Francim, alors qui va nous être présentée par Gaëlle Couraud et Brigitte Trétard. Gaëlle Couraud est médecin épidémiologiste, directrice des registres généraux du cancer de la Gironde. Elle travaille également avec l'équipe Épicène et au CHU de Bordeaux. Brigitte, quant à elle, nous sommes voisines, nous sommes à Montpellier toutes les deux. Elle est médecin épidémiologiste également et, et directrice du registre des tumeurs de l'Hérault. Donc, toutes les deux vont nous présenter. Alors, c'est Gaëlle qui va parler par souci de commodité de la version en ligne du séminaire. Sur cette dernière étude du réseau Francim. Donc, Francim, c'est l'association de l'ensemble des registres du registre du cancer français. L'objectif de ce réseau est de mettre en place des études de haute résolution qui rassemblent les données de l'ensemble des registres français, qui couvrent seulement une partie du territoire, et de produire des données nationales, en tout cas des estimations, pour avoir une estimation des données nationales sur les cancers. Et ainsi une visibilité sur les actions à mener un peu plus large et un peu plus tard. Les données de cette étude concernent les cancers diagnostiqués depuis 1989 avec un suivi actualisé en 2018 puisque c'est la quatrième analyse de ce réseau et porte sur les personnes de plus de 15 ans. Donc pendant la présentation, juste un petit rappel technique, je vous demanderai de couper caméra et micro, comme ça on peut laisser Gaëlle défiler son diaporama, et en fin de présentation, on remet les caméras, et pour ceux qui prennent la parole, activez le micro au moment de la prise de parole. Voilà, je vous remercie Gaëlle, c'est à toi. Merci beaucoup. Alors, je mets juste, hop, ça c'est bon. Donc normalement, vous voyez bien le diaporama là. Merci beaucoup de nous permettre de présenter cette étude. Donc, comme je vais vous le redire après, en fait, c'est une étude collaborative et on a été 3 personnes des registres côté Francim à le coordonner, donc avec Brigitte Trétard et Morgane Mounier. Donc, et moi-même, et donc c'est moi qui parle, mais au nom de nous 3 et même au nom du réseau Francim. Voilà, donc l'idée, c'est donc de vous présenter la survie des personnes atteintes de cancer en France métropolitaine, donc sur des diagnostics 1989-2018, et c'est donc une étude à partir des registres. Donc, en introduction, donc, vous rappelez que la survie, en fait, c'est un indicateur clé pour nous, pour l'observation et la surveillance épidémiologique des cancers, parce que ça permet d'apprécier le pronostic des personnes qui sont atteintes d'un cancer, d'évaluer aussi le système de santé dans sa globalité et de mesurer l'impact des politiques publiques en matière de prévention, de dépistage et de soins. Donc, les études sont répétées et c'est ici la 4e étude de survie qui est faite à partir des données des registres de cancer métropolitain du réseau Francim, puisque la dernière a été publiée en 2016. Ça s'inscrit dans les objectifs des plans cancer et de la stratégie décennale de lutte contre le cancer 2021-2030. Et donc, cette étude de survie fait suite à l'étude d'estimation d'incidence qui a été publiée en 2019, puisqu'en fait, de manière régulière, on publie et l'incidence et la survie. Donc, je vous disais que c'était collaboratif, puisqu'en fait, donc les tutelles des registres sont Santé publique France et l'INCa. Donc, ce sont les tutelles des registres qui eux-mêmes sont fédérés dans l'association Francim, qui regroupe donc tous les registres. Et on collabore avec les hospices civils de Lyon pour tout ce qui est la partie statistique. Donc, les analyses ont été réalisées par les HCL. Donc, quelques informations quand même concernant la méthode pour que vous compreniez bien de quoi on parle. La source de données, donc, c'est une étude populationnelle avec 23 registres de cancer qui couvrent 25 départements. Donc, ça couvre environ 22% de la population française, avec des études qui ont été faites pour regarder si, en fait, cette couverture est représentative un peu de la population française, et elle l'est pour pas mal de données. Donc, ici, on va s'intéresser aux tumeurs invasives. C'est très important de considérer là qu'on parle bien des tumeurs invasives, pas les tumeurs in situ notamment, ce qui aura un impact sur certains résultats, pour des personnes de plus de 15 ans. Donc, on a pris en compte ici plus de 730 000 cas incidents de cancer
avec 655 000 tumeurs solides, 76 000 hémopathies. Cette étude s'est déroulée en 3 volets, en fait. On a pris les diagnostics à partir de 1989 jusqu'à 2015 et on a mis à jour le statut vital pour donc connaître le statut décédé ou vivant au 30 juin 2018. Donc, la première partie va vous présenter en fait la survie des personnes qui ont été diagnostiquées sur une période récente, donc qui reflète en fait la prise en charge récente. On va regarder la survie à 1 an et à 5 ans de ces personnes. Donc ici, vous voyez, on a 420 000 tumeurs solides et 52 000 hémopathies. Ensuite, on a voulu regarder les tendances, c'est-à-dire l'évolution de la survie à 1, 5 et 10 ans. Donc, en regardant plusieurs périodes. Et donc là, on a pris l'ensemble des diagnostics entre 89 et 2015. C'est là qu'on a donc l'ensemble des tumeurs. Et les registres commençant à avoir pas mal de recul, c'est pour la première fois qu'on a pu regarder aussi la survie à long terme, c'est-à-dire pour des personnes qui ont été diagnostiquées entre 1989 et 2000, on a pu regarder la survie à 20 ans. Donc là, forcément, on a beaucoup moins de tumeurs, ce qui reste un effectif quand même conséquent, avec 175 000 tumeurs solides et près de 6 000 hémopathies malignes. Donc, ces diagnostics, on a regardé 20 ans après où en étaient les personnes. Donc, ces analyses ont porté sur 50 tumeurs solides, soit 13 de plus que lors de la dernière étude. Les analyses portent par cancer, donc une classification en fonction de l'organe, ce qui nous amène à étudier 28 tumeurs solides. Donc, on voit ici que par rapport à la dernière étude, on a différencié vulve et vagin. On a aussi par site anatomique, c'est-à-dire des sous-types comme lèvres, bouche, pharynx, pour le rein ou pour le sarcome, on a des sous-types anatomiques. Et on a aussi pour cette étude 10 sous-types histologiques, notamment des sous-types histologiques pour le poumon, l'œsophage, thyroïde, ovaire, testicules et système nerveux central. Donc classification en fonction du type de cellule. Pour les hémopathies, on a pu étudier 23 hémopathies malignes, donc 7 de plus que la dernière fois, avec 17 entités et 6 sous-entités, comme par exemple le lymphome TNK à cellules matures qui a été différencié en cutané et non cutané. Donc voilà, c'est pour des exemples. Donc en gros, 50 tumeurs solides et 23 hémopathies malignes. Alors, les indicateurs qu'on a regardés, c'est tout d'abord la survie observée, dont on vous parlera très peu aujourd'hui. En fait, c'est la proportion de patients qui sont en vie à un temps T après le diagnostic. Donc, finalement, toute cause de décès confondue. C'est-à-dire, on a regardé 1, 5 et 10 ans, la proportion de patients qui sont en vie, mais en fait, ils peuvent être décédés du cancer, mais d'autres causes. Donc, ce qui nous intéresse, nous, particulièrement, c'est la survie en lien avec le cancer. Et pour ça, par des méthodes statistiques, ce qu'on fait, c'est qu'en fait, on compare avec la mortalité attendue, entre guillemets, en population générale. Donc, on se sert des tables de mortalité en population générale pour, par de la modélisation, en fait, s'affranchir de cette mortalité attendue et regarder la survie nette, qui serait la survie dans la situation où la seule cause de décès serait le cancer étudié. Donc ça permet de faire des comparaisons, notamment entre âge, sexe, pays ou dans le temps. Donc finalement, comment on compare la survie nette et la survie observée? Si on prend un cancer de pronostic défavorable chez un sujet jeune, finalement, on se rend compte que la survie observée et la survie nette sont les mêmes, c'est-à-dire que le sujet jeune décède principalement de son cancer. Donc, quand il est décédé, c'est principalement de son cancer et on voit que les courbes se superposent. Par contre, si on regarde un cancer de bon pronostic chez le sujet âgé, là, on peut voir une différence. C'est-à-dire que finalement, la survie nette est meilleure que la survie observée parce que les personnes peuvent décéder à un certain âge d'autres choses. Donc, certes, il y a un certain nombre de personnes qui sont décédées, mais elles peuvent être décédées d'autres choses. Et donc, la survie nette qui serait vraiment due au cancer, elle est un peu meilleure. En dernier, je souligne le fait qu'on fait aussi de la survie, donc c'est de la survie nette, et ensuite on la standardise sur l'âge pour regarder aussi l'évolution dans le temps à structure d'âge comparable. Donc pour ceux qui ne sont pas habitués à la survie standardisée, c'est que quand on va faire là, nous, des comparaisons dans le temps, les tendances de la survie, si la structure d'âge a évolué et que, par exemple, la population vieillit, il faut en tenir compte dans l'évolution de la survie, parce que ça peut aussi être dû à l'évolution de l'âge que la survie serait meilleure ou moins bonne.
Enfin, pour cette étude, un nouveau modèle statistique a été développé qui permet une interprétation plus précise des résultats. Donc, ce modèle permet notamment de savoir, on regarde en fait, ça nous permet de savoir si la survie s'est améliorée régulièrement au cours des années, et ce, quel que soit l'âge. Donc là, on vous montre les courbes de survie qui nous ont été fournies. Donc, on voit ici des courbes selon l'année du diagnostic. C'est la survie nette à 10 ans, ici, ce sont les tendances. Selon l'année de diagnostic et selon l'âge. Donc, avec ce graphe, on voit l'évolution et ça permet par ailleurs aussi de savoir à quel moment, après le diagnostic, le gain de survie a eu lieu grâce à des dynamiques de taux de mortalité en excès. Donc, on voit ici, par exemple, que l'amélioration de la survie au cours du temps, pour cet exemple ici, pour le cancer du côlon, l'amélioration au cours du temps est principalement due à une baisse de la mortalité précoce juste après le diagnostic, et ce, quel que soit l'âge. C'est-à-dire qu'il y a des courbes en 1990, là en noir, et des courbes vertes et rouges qui sont sur des périodes plus récentes. Et donc, ce qu'on constate, c'est que en fait, c'est la mortalité précoce juste après le diagnostic qui est plus basse. Et puis après, les excès de mortalité, le taux de mortalité en excès a moins évolué au cours du temps. Donc ça, c'était pour vous dire un petit peu comment comment ces données ont été analysées et comment on s'en est servi derrière. Donc maintenant, je vais vous présenter les résultats. Donc, la première chose, donc je vais d'abord vous présenter la survie en période récente, c'est-à-dire sur les diagnostics qui ont été faits entre 2010 et 2015. Donc, la première chose qu'on peut regarder, c'est une forte hétérogénéité de la survie selon la localisation, ce qui n'est pas forcément surprenant, qui va de 10% de survie à 5 ans après un mésothéliome, par exemple, à une survie de 93 à 17% pour la thyroïde, comme vous pouvez le voir ici. Donc, ça va entre 10 et 90%. Pour les décrire, nous, on a classé les cancers selon la survie nette ici à 5 ans, donc la survie nette standardisée. On a considéré que les cancers qui avaient une survie à 5 ans supérieure à 65% étaient de pronostic favorable. Et les cancers, donc ce sont ceux-là, et les cancers qui avaient une survie à 5 ans inférieure à 33%, on les a considérés ici comme de pronostics défavorables, et les autres sont de pronostics intermédiaires. Donc cette classification, on va vous en reparler, elle a été faite dans le but de pouvoir décrire et un peu de hiérarchiser aussi toute cette survie. C'est une classification qu'on a décidée. Donc, il est important de souligner que selon le sexe, entre 40 et 55% des cancers diagnostiqués sont de pronostic favorable, avec une proportion plus importante de cancers de pronostic favorable chez les femmes, comme vous pouvez le voir. Donc, c'est toute la partie en vert. Parmi les cancers les plus fréquents, donc cette fois-ci en termes de fréquence, on observe une survie autour de 90% pour le sein et la prostate, et juste au-dessus de 60% pour le côlon rectum. Et enfin, un pronostic plutôt défavorable pour le cancer du poumon, avec moins de 25% de survie à 5 ans, donc 24% chez la femme et 18% chez l'homme. Donc voilà, donc là, ce qu'on voit, c'est l'étendue quand même du pronostic et aussi pour les cancers les plus fréquents, quand même, soit un bon pronostic, soit un pronostic intermédiaire pour le côlon rectum. En ce qui concerne les hémopathies malignes, on note que près de la moitié des hémopathies, on a gardé donc la même classification et on constate que près de la moitié des hémopathies malignes diagnostiquées ont un pronostic favorable et même une survie, si vous regardez en fait par rapport à notre classification, finalement une survie supérieure à 80% même. Ils sont classés en plus de 65%, mais près de la moitié des hémopathies malignes ont une survie supérieure à 80% à 5 ans. La seule hémopathie qui a un pronostic défavorable est la leucémie aiguë myéloïde, ici avec un pronostic donc en dessous de 30%. On notera au final que les 5 hémopathies les plus fréquentes, elles, ont une survie supérieure à 50% ou presque pour le syndrome myélodysplasique. Donc ça, c'était pour vous montrer l'hétérogénéité en termes de localisation. Si on regarde plus précisément la survie selon le sexe, on constate aussi une hétérogénéité qui serait plutôt en faveur des femmes. La plus grande différence est observée ici pour les tumeurs lèvres-bouche-pharynx, avec une différence de 15 points de survie. Et on note aussi une différence pour l'estomac, le poumon, la vessie pour les tumeurs solides.
On note pareil des différences pour les hémopathies malignes ici, comme vous pouvez le voir. Alors, les hypothèses sont en général une sensibilisation au dépistage peut-être et la prévention supérieure chez les femmes. Des différences d'exposition aux facteurs de risque qui feraient que certains sous-types histologiques seraient de pronostics différents, comme par exemple une exposition alcoolo-tabagique supérieure chez l'homme et plus des étiologies liées au papillomavirus chez la femme. Donc, en fait, pour une même localisation, les pronostics seraient différents parce que les sous-types histologiques seraient différents et aussi des différences de comorbidité. Enfin, là, c'était sur le sexe. Et si on regarde aussi en fonction de l'âge, on trouve une forte hétérogénéité selon l'âge au diagnostic. Cette diapositive vous présente ici les localisations pour lesquelles on observe un écart de plus de 20 points de survie à 5 ans entre les âges inférieurs et supérieurs. Donc, on a vraiment pris les âges les plus bas au diagnostic et les âges les plus hauts au diagnostic. Donc, on voit que les écarts les plus importants sont observés pour le tumeur du système nerveux central et la leucémie aiguë myéloïde, avec des pronostics très défavorables à 5 ans chez les personnes âgées, comme vous pouvez le voir. Donc, en vert, ce sont les âges supérieurs. Donc, par exemple, le système nerveux central, on peut aller d'un pronostic une survie de 4% pour les âges supérieurs à 60% pour les âges inférieurs. Donc, des grosses différences de survie, comme vous le voyez ici, allant de 20 points de survie à 56 points de survie pour ça. On constate aussi des différences importantes pour certains cancers gynécologiques avec des pronostics très différents chez les femmes jeunes et les femmes âgées au moment du diagnostic, comme pour le col de l'utérus, l'ovaire ou le corps de l'utérus. Enfin, de manière générale, les écarts les plus marqués sont observés pour les hémopathies malignes. Voilà. Et quelles sont les hypothèses qu'on peut émettre? Par exemple, chez les personnes âgées, on peut se dire que les diagnostics sont faits à des stades plus avancés ou alors qu'il y a la présence de comorbidités plus nombreuses, ce qui ferait des traitements moins agressifs peut-être et des complications post-thérapeutiques plus fréquentes. Donc là, je vous ai présenté les différences de survie sur les diagnostics finalement à l'heure actuelle, entre guillemets. Donc en termes, les différences selon la localisation, le sexe et l'âge. Alors maintenant, on peut se poser la question, et après 5 ou 10 ans, que se passe-t-il? Donc, quelle serait la survie à long terme? Donc, grâce au recul actuel, je vous ai dit, on peut estimer la survie nette à 20 ans après le diagnostic. Donc, là où il faut être vigilant, c'est que ce sont des personnes qui ont été diagnostiquées entre 89 et 2000, puisqu'on avait besoin d'un certain recul, de les suivre 20 ans. Donc, déjà, ce sont des personnes qui ont été diagnostiquées à moins de 75 ans. On n'a pas les personnes diagnostiquées à des âges très âgés. Et surtout, ça ne tient pas compte des progrès qu'on a pu observer pour les personnes diagnostiquées à des périodes récentes. Donc, il y a certaines survies à 20 ans pour lesquelles on sait qu'on n'observerait pas ça aujourd'hui avec les progrès thérapeutiques et diagnostiques. Donc, pour la survie à long terme, on a eu beaucoup plus de mal à qualifier le pronostic parce que c'est difficile, c'est la première fois qu'on le fait. Donc, en fait, on a fait le choix de regarder la survie à 20 ans, la survie supérieure à 50% ou inférieure à 20%. Donc, en premier lieu, on constate que les cancers qui sont de beaux pronostics à 5 ans gardent finalement relativement un bon pronostic à 20 ans. Soit on observe de manière générale une stabilisation, comme par exemple pour le sein. Donc, on voit que là, quand le pronostic était plutôt favorable à 5 ans, en fait, il reste dans notre classification comme un pronostic favorable à 20 ans, avec une survie nette à 20 ans qui est plus grande, qui est supérieure à 50%, soit une diminution lente de la survie et qui peut être surtout variable selon l'âge, comme on le voit pour le corps de l'utérus, selon les classes d'âge. À 20 ans, c'est un peu moins bon pour les personnes de 70 ans, mais finalement, ça s'est stabilisé et la survie, elle est bonne à 5 ans et elle est bonne à 20 ans pour les personnes de 50 et 60 ans. Alors, on note quelques exceptions, comme par exemple pour le rein et la maladie de Hodgkin, pour lesquelles on observe une diminution plus importante ou alors variable selon l'âge, qui font qu'à 5 ans, la survie est plutôt de pronostic favorable, alors qu'à 20 ans, elle diminue, elle est entre 30 et 50%, comme on peut le voir là pour le rein qui continue de diminuer, ou pour la maladie de Hodgkin, c'est très variable selon l'âge. Donc, pour la survie à 20 ans, on vous a vraiment donné des exemples pour essayer de vous montrer un peu comment ça se comporte en fait. Ensuite, de manière générale, les cancers de pronostic intermédiaire à 5 ans restent de pronostics qu'on pourrait qualifier d'intermédiaire à 20 ans.
Voilà, comme le côlon rectum qui se stabilise. Donc, entre 5 et 20 ans, on ne voit pas une grande variation. Pareil pour le col de l'utérus avec une diminution de 10 à 20 points, mais qui est très variable selon l'âge en fait. Mais là encore, on voit des exceptions. Et on peut citer le cas notamment du cancer, le profil particulier du cancer du lèvre, bouche, pharynx, pour qui la survie continue en fait de diminuer de façon importante après 5 ans. Et ça aboutit finalement à un pronostic qui était intermédiaire à 5 ans et vraiment un mauvais pronostic, enfin un pronostic plutôt défavorable à 20 ans. Donc ça pourrait s'expliquer notamment par des récidives et des seconds cancers qui sont fréquents pour ces localisations. Et enfin, on peut constater que pour les cancers de pronostic défavorable à 5 ans, sans grande surprise, il reste de pronostic défavorable à 20 ans. Comme c'était le cas du cancer du poumon, la survie était déjà pas bonne à 5 ans. Et donc à 20 ans, elle reste plutôt défavorable. Donc ça, c'était pour vous donner un petit peu les premiers éléments pour cette première étude de regarder la survie à 20 ans de certains cancers. Donc, il y a quand même des cancers pour qui le message est positif, c'est-à-dire que 20 ans après le diagnostic, la survie reste favorable ou encore intermédiaire, comme on peut le voir là. Et donc, dans cette dernière partie, je vais vous présenter les tendances. Alors, comment a évolué la survie depuis les diagnostics de 1990 à 2015 ? Alors, ce graphique ici vous présente la tumeur solide. Donc, ce qu'on peut voir, c'est une amélioration de la survie au cours des périodes diagnostiques pour la plupart des localisations de tumeurs solides. Ici, on vous présente les points de survie, le gain en points de survie sur la période. Alors, à droite, c'est 2005-2015, donc la période la plus récente. Et ici, c'est sur l'ensemble de la période 90-2015. Et en fait, ce que vous voyez en vert, c'est quand il y a une amélioration et qu'en plus, elle est significative. Donc, qu'on considère comme pas due au hasard. En rouge, c'est une diminution significative. Et en noir, c'est quand il y a des évolutions qu'on considère comme non significatives. Donc, l'amélioration la plus importante est observée pour le cancer de la prostate avec plus 21 points de pourcentage. Et on note aussi une amélioration de plus de 10 points de pourcentage pour les cancers de la thyroïde, le mélanome de la peau ou encore le sarcome, l'ovaire, le rein. Donc ici, en fait, les 3 groupes, c'était de regarder quel était déjà le pronostic en 1990, parce que comme on peut le voir, en fait, on avait besoin de cette double interprétation. Il peut y avoir une grande augmentation de survie, comme on va le discuter après, mais en partant de tellement bas que le pronostic reste défavorable. Ou au contraire, des cancers qui étaient déjà de bons pronostics, donc forcément, l'évolution est moins notoire. Donc, on peut souligner que grâce à cette augmentation, par exemple, ce qui est intéressant, c'est que grâce à une augmentation de plus de 10 points sur la période, des cancers ici comme les sarcomes, le rein ou le cancer du colorectum, eux, ils ont sur une période récente une survie qui est supérieure à 60%, ce qui fait qu'ils s'approchent des cancers de bons pronostics. Donc, en fait, dans ce groupe intermédiaire, c'est intéressant de constater que c'est des cancers qui partaient d'un pronostic intermédiaire en 90 et qui, grâce à justement une amélioration importante, vont peut-être pouvoir un jour passer dans les cancers de pronostic favorables, puisqu'on voit ici qu'en fait, ils ont une survie de plus de 60% sur la période la plus récente. Enfin, malgré des améliorations plutôt importantes, on voit que les cancers, la plupart des cancers qui étaient de pronostic défavorable en 90 restent à ce jour avec des survies qui sont inférieures à 25%. On notera une diminution de la survie pour le cancer de la vessie, ici, là, mais qui est probablement due à une modification de définition des cas. Donc, on pourra en reparler éventuellement. Si on regarde pour les hémopathies malignes, on notera une amélioration significative pour toutes les localisations étudiées depuis 90 ou 95, donc tout ce qui est en vert, avec une amélioration très importante de plus de 40 points ici pour la leucémie myéloïde chronique. Ces améliorations expliquent le fait que finalement, beaucoup d'hémopathies malignes est actuellement un pronostic favorable et donc pour beaucoup, une survie à 5 ans qui est supérieure à 50%. Et enfin, la leucémie, oui, donc ça, c'est ce que je viens de vous dire, et la leucémie aiguë myéloïde, malgré une amélioration, elle, comme on peut le voir, de 15 points de survie, garde une survie inférieure à 30% à 5 ans. Donc ça, c'était les tendances de l'évolution donc par localisation, mais on peut regarder aussi ce qui s'est passé, est-ce que ces améliorations sont valables quel que soit l'âge. Alors ce graphique qui peut faire peur un peu au départ, je vais vous l'expliquer, il représente en axe des ordonnées
donc en vertical ici, les différences de survie nette à 5 ans chez les plus âgés. Et en abscisse, les différences chez les plus jeunes. Donc ici, pour les tumeurs solides, en vert, on trouve tous les cancers pour lesquels on note une amélioration qui serait significative en plus, quel que soit l'âge. C'est-à-dire qu'en vert, vous voyez tous ceux pour qui en fait l'amélioration, elle est à la fois chez les sujets les plus jeunes et chez les sujets les plus âgés. Donc par exemple, c'est le cas ici pour le cancer du côlon rectum, du sein, du poumon. On constate une amélioration et chez les plus jeunes et chez les plus âgés. Et en fait, les cancers qui sont situés sous la ligne, ici, sont ceux pour qui l'amélioration est un peu plus importante chez les sujets diagnostiqués jeunes, comme c'est le cas ici pour la prostate. Donc, on note un peu plus d'amélioration pour les jeunes, entre guillemets. Et en orange, on note une amélioration de la survie plus importante pour les personnes jeunes que pour les plus âgées et uniquement de manière significative pour les plus jeunes, ici. À l'inverse, en bleu, là-haut, pour la thyroïde, on voit que l'amélioration concerne finalement plutôt les sujets âgés. C'est-à-dire que toute l'amélioration de la survie, en fait, c'est plutôt porté pour les diagnostics des sujets âgés. En dernier lieu, là encore, on constate, comme on l'a vu juste avant, hein, des cas particuliers de diminution plutôt de la survie pour la vessie ou le col de l'utérus, mais plutôt dû à des changements de définition. De la même manière, pour les hémopathies malignes, on a une amélioration significative, quel que soit l'âge, pour la plupart des hémopathies malignes, puisque tout ce qui est en vert, comme vous le voyez, donc plus c'est proche de la ligne, plus ça veut dire que vraiment c'est la même amélioration. Et quand ça s'éloigne un peu, ça veut dire que c'est pour les deux, mais plus pour une tranche d'âge ici. Donc, on constate une amélioration plus importante chez le sujet âgé pour le lymphome folliculaire, ici, de façon assez marquée, et aussi pour le lymphome de Hodgkin. En fait, ces améliorations pour le sujet âgé ne se voyaient pas dans la précédente étude. Donc, les hypothèses pour les tendances de la survie nette, c'est un diagnostic plus précoce, notamment avec des pratiques de dépistage pour la prostate, le sein, col de l'utérus, côlon, rectum, avec une réduction de la proportion des diagnostics à un stade avancé, et aussi l'amélioration des techniques d'imagerie, donc ça qui permettent un diagnostic plus précoce. Aussi des progrès dans les outils de diagnostic pour mieux diagnostiquer, donc un meilleur ciblage des profils des patients pour une prise en charge spécifique avec l'amélioration de l'imagerie, des techniques de cytogénétique et de biologie moléculaire. Et enfin, des progrès dans la prise en charge des patients, bien sûr, avec des thérapeutiques, des traitements innovants, des thérapies ciblées, des combinaisons thérapeutiques ou de l'hormonothérapie. Et on souligne aussi la pluridisciplinarité qui a été bien favorisée par le plan cancer pour l'oncogériatrie et la généralisation des réunions de concertation pluridisciplinaires. Donc, que retenir pour l'instant de cette étude? Globalement, une amélioration de la survie pour la quasi-totalité des localisations de cancer et aussi chez les personnes âgées pour de nombreuses localisations. Mais il reste des localisations à pronostic défavorable comme le poumon, le foie, l'œsophage, le pancréas, système nerveux central, mésothéliome ou encore LAM. Une forte variabilité de survie selon l'âge au diagnostic, surtout dans les hémopathies malignes. Un pronostic très favorable pour les hémopathies malignes du sujet jeune, plus que pour le sujet âgé. Et aussi une variation selon le sexe, puisqu'il y a globalement une moins bonne survie chez les hommes que chez les femmes. Donc, cette étude permet d'identifier des champs dans lesquels les efforts doivent se poursuivre et de concentrer des travaux de recherche sur les cancers le plus mauvais pronostic, et ainsi que de poursuivre et d'intensifier les actions en matière de prévention. Donc, cette étude a été complétée, les résultats vont être bientôt publiés par une étude de survie dans les Drômes, et aussi une analyse de survie par stade qui est en cours, donc sur un échantillon, ce ne sera pas sur l'ensemble des données, mais pour voir aussi la survie par stade, ce qui est très attendu. Voilà, et donc tous ces résultats sont disponibles sur le site de Santé publique France et sur le site de l'INCa. Vous y trouvez les matériels et méthodes, une synthèse, et aussi ensuite pour chaque localisation, vous retrouvez tous les chiffres et les graphiques détaillés par localisation. Voilà, donc les graphiques et des compléments d'information. Je vous remercie pour votre attention. Merci beaucoup, Gaëlle. C'était très clair comme présentation. Moi, j'ai suivi, j'ai appris beaucoup de choses, comme nous tous sûrement. Je vous invite à remettre vos caméras, comme ça on peut voir qui parle. Qui je vois.
plus personne. Voilà, super. Tout le monde est revenu. Donc, on a déjà quelques questions sur le chat que je vais me permettre de dire. Donc, on a quelqu'un, alors je ne sais pas qui parle, quelqu'un du cancéropole qui est affiché comme ça, qui dit, qui parle c'est sur la survie à 20 ans des cancers du poumon. Il dit on a l'impression que la courbe a déjà chuté sur les 5 premières années. Est-ce que finalement, pour ceux qui ont survécu à 5 ans, la probabilité de décéder sur les 15 années suivantes n'est pas faible? Je ne sais pas si tu veux répondre, Brigitte. Alors, je vais juste me permettre de dire que les courbes, c'est important de le dire. En fait, les courbes, pour la survie à 20 ans, on les a faites. Là, pour le coup, nous-mêmes, les courbes n'ont pas été faites de manière aussi précise que pour les autres temps. En fait, les courbes, c'était justement pour donner cette idée de ce qui se passait. Donc, les points sont justes. En effet, la chute, elle est plutôt au début et elle n'est pas après. Les points sont justes. Par contre, le lissage qui pourrait apparaître est probablement, là, c'est Excel qui a lissé les… En fait, chaque point est juste. Par contre, si ça avait été fait avec les mêmes techniques que les autres, les courbes seraient peut-être un peu moins lisses. Mais en tout cas, les points sont justes. Et en effet, en fait, c'est ce qu'on disait, la survie est déjà tellement basse à 5 ans qu'en effet, en fait, la probabilité de décéder, elle est déjà tellement importante à 5 ans que, en effet, ceux qui ont survécu à 20 ans, selon les courbes, on peut considérer que la probabilité de décéder est moindre après, quoi. Et ça, on ne vous le présente pas du tout là. Et c'est vrai qu'on en a rediscuté l'autre jour quand on a refait la présentation et que les Hospices civils de Lyon étaient là. Eux, c'est ce qu'ils nous disaient, qu'il y a vraiment un gros intérêt à ce qu'ils ont calculé toutes les courbes qu'ils ont faites des taux de mortalité en excès. Et donc, en fait, je vous invite à aller les regarder parce que là, on ne va pas toutes vous les montrer, mais en fait, par localisation, vous avez ces courbes très précises. Pour le coup, vous pouvez voir la courbe du taux de mortalité en excès et vous allez voir probablement qu'entre 5 et 20 ans, en effet, ou même entre 10 et 20 ans, le taux de mortalité en excès, il est peut-être quasi nul. Quasi nul. Okay. Donc ça, vous pouvez tout trouver, vraiment localisation par localisation, vous pouvez trouver ce genre de résultats et ces données en ligne. Dans les références que vous nous avez données en fin de diaporama, c'est bien ça? Oui, c'est ça. Ouais. C'est sur les deux sites, INCa et Santé publique France. Pour être honnête, un peu plus facile à trouver sur le site de l'INCa. Et vous avez tout par localisation, en fait. OK. Alors, une deuxième question de Virginie Oisard. J'espère ne pas avoir écorché son nom, sinon je m'en excuse. Vous avez signalé une bonne représentativité de l'échantillon du réseau Francim par population sur la population générale sur de nombreux points. Y a-t-il des paramètres intéressants à connaître qui seraient différents? Alors là, je ne sais pas si Brigitte en a en tête. Là, franchement, non. Globalement, on se maintenait dans toutes les variables à peu près pareil que la population nationale. On avait fait cette analyse pour l'incidence, parce qu'en fait, l'incidence, ce sont vraiment des estimations. Là, c'est la survie de tous les cancers qui sont diagnostiqués dans les départements des registres. Mais à partir de ces données, on avait vraiment vu que toutes les variables se maintenaient à peu près pareil que la population générale. OK. Il n'y a pas de spécificité particulière dans la population des registres. D'ailleurs, on est vraiment localisé un petit peu partout sur le territoire français, donc on représente vraiment un petit peu tout. Bon, c'est vrai que le problème, c'est qu'on ne représente pas l'Île-de-France. Ouais. Donc, ça, c'est peut-être dans l'avenir un point faible qu'on va pouvoir… on a déjà essayé de mettre un registre en Île-de-France. Il y a tellement de populations qui bougent, tellement de localisations où sont pris en charge les patients que ça a été très difficile et on n'y est pas arrivé. Voilà. Juste pour rebondir sur cette question, c'est Olivier, vous ne faites pas de redressement en fait à partir des données des registres pour calculer cette estimation nationale? C'est fait pour l'incidence, justement. Oui, bien sûr. Alors que pour la survie, non. Parce qu'en fait, comme l'incidence, le but, c'est de compter les cancers. Pour l'estimer au niveau national, justement, ils modélisent en prenant en compte plein de choses pour arriver à une estimation nationale qui, elle, serait la plus cohérente possible. Alors que, comme disait Brigitte, la survie, là, on ne regarde pas un chiffre
on compte pas ce qui se passe en France, on compte qu'est-ce qui se passe à partir des cancers qu'on a. Donc là, ce ne sont plus des estimations. Voilà. La survie, ce n'est pas du tout une estimation. Ce qu'on vous présente, ce ne sont pas des estimations, c'est la survie réelle qui sont des patients qui habitent dans les départements ou qui sont couverts par les registres. Ce n'est pas pareil que l'incidence. Du coup, les chiffres peuvent être différents par rapport à la survie en France en général, puisque c'est la survie des cas qui sont dans les registres quand même. Ça, on ne peut pas le savoir. D'accord. En fait, à part l'Île-de-France, comme disait Brigitte, en fait, il faut aussi savoir que les registres, soit ils ont été créés par opportunité au départ, mais après, par exemple, les derniers, moi je peux parler pour la Gironde, ont été créés sur demande du plan cancer pour justement compléter des zones en fonction de ce qui était voulu. Et donc, c'est le moment où il y a eu un essai en Île-de-France qui n'a pas pu fonctionner, parce que c'était trop compliqué. Mais par exemple, la Gironde a été créée, on est un des derniers registres, on a été créé en 2005, justement pour ce côté rural, urbain, offre de soins. Enfin, il y a quand même beaucoup de choses qui étaient prises en compte. Et pour compléter l'existant déjà, pour qu'on ait vraiment avec tous les registres, là, je vous avais montré la carte, on essaye de couvrir quand même un peu tout ce qui peut se passer en termes de cancer en France, quoi. Ok. Alors, on revient sur la première question. C'est la même personne qui pose, qui reste sur ces cancers du poumon, mais qui se pose la question. Elle imagine que c'est la même chose pour d'autres cancers par rapport à la probabilité de survie qui, au final, une fois qu'on a passé un certain cut-off, la probabilité s'améliore puisque c'est stable. Et donc, elle dit d'une certaine façon, est-ce qu'on ne pourrait pas dire que ces gens qui ont survécu 5 ans sont maintenant de bons pronostics? Ça leur remonterait peut-être le moral. Bien sûr, et d'ailleurs, c'est ce qui sert pour les assurances, pour l'assurabilité des patients. Quand on montre ça aux assurances, justement, ils voient que dans certains cas, dans certaines spécificités de cancer, la mortalité, je veux dire, on atteint la même mortalité que la population générale. Donc, du coup, les assurances maintenant peuvent prendre en compte ces données. C'est ça qui est important aussi. Ces données sont très importantes à ce niveau-là. Et c'est ce qu'on a prouvé déjà avec les études précédentes et c'est déjà pris en compte pour certains cancers. Et donc, c'est vrai qu'il y a des cancers arrivés après 5 ans, il n'y a plus de taux d'excès de mortalité, il approche les zéros. Donc, c'est ce qu'on montre et c'est très important ça. On sert à ça aussi. La question, ça fait une autre question qui est, est-ce que vous êtes en contact régulier avec les assurances? Disons qu'ils se servent de nos résultats, ça c'est sûr. Oui. Ok. Parce qu'il y avait une demande de leur part il y a une vingtaine d'années avec un rapport INSERM justement là-dessus. Bien sûr, bien sûr. Et donc, du coup, ce rapport est actualisé avec les données des registres. Bien sûr. Ok. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions dans l'Assemblée? Moi, j'ai une question un peu bête et j'ai peut-être pas suivi le début de l'introduction. Du coup, le réseau Francim, vous faites ces études tous les combien en fait? C'est-à-dire, bêtement, j'attends avec impatience la prochaine. C'est tous les 5 ans. Tous les 5 ans. Donc, tous les 5 ans, ça veut dire que là, on aura des données en 2023? Alors, vous aurez les données, elle a été publiée l'année dernière, donc en 2021, donc vous aurez les données en 2026 pour des données qui iront jusqu'en 2023. Ça fait 2020, ce seront 2020 des environ, ouais. Diagnostiqués jusqu'en 2020 avec un recul 2023. D'accord. Merci. Moi, j'ai une autre question un peu qui était du fait de l'incidence de certains cancers qui augmentent et est-ce que du coup ça va avoir un impact sur ces données de survie? Je pense au cancer du pancréas. On remarque une incidence qui arrive, alors avec beaucoup de projets de recherche orientés sur ces cancers de mauvais pronostic, on est bien d'accord. Mais là, sur les données de survie nettes, on n'a pas vraiment d'impact. Alors, j'ai fait une petite note dans mes diapos. Je m'attendais à ça, à voir quelque chose qui, quand même, mais bon, c'est un petit peu ce que vous dites sur les cancers de mauvais pronostic, où malgré l'amélioration de la survie nette, on ne passe pas encore dans ces améliorations-là. Si on la voit dans le cancer du pancréas, l'amélioration avec les années de diagnostic.
n'avais pas été attentive. J'avais focalisé sur la vessie, donc vous avez parlé là, de ça. Et sur la vessie, du coup, vous nous avez expliqué qu'il y avait des données là qui étaient peut-être discutables par rapport aux définitions, aux différences de définition des cas. Vous pouvez clarifier un peu plus ça, s'il vous Oui, plaît? alors, je vous explique. Au fur et à mesure, on a vraiment, je veux dire, pas que dans les registres, hein, mais on a vraiment différencié les pré-cancers de vessie, c'est ce qu'on appelle les TA de vessie. Ce sont des tumeurs qui ne sont pas invasives, qui n'envahissent pas vraiment la vessie. Et donc, ce distinguo, il a été fait au fur et à mesure des années. Et donc, au début, sûrement que les registres prenaient ces tumeurs pré-invasives et qu'on les mettait dans les tumeurs invasives. Et donc, on faisait des données de survie, on publiait des données de survie à partir de ces tumeurs qui étaient vraiment de très bons pronostics. Maintenant, on a vraiment un distinguo qui est très précis. On ne prend que les tumeurs qui sont invasives de la vessie. Et du coup, forcément, la survie a dégringolé puisqu'on ne prend plus en compte toutes ces données de bons pronostics de tumeurs de vessie. Donc, c'est pour ça qu'on a une amélioration, mais c'est finalement une fausse détérioration de la survie des cancers de vessie, parce que ça vient plus de la sélection des cas que de la survie elle-même. Vous avez eu la possibilité de refaire ces analyses en rétrospective pour vérifier votre Ah ben hypothèse? non, parce qu'en rétrospective, on ne va pas retourner dans les cas qui ont été diagnostiqués il y a 20 ans pour voir si c'était vraiment des tumeurs invasives. En plus, ça ne dépendait pas forcément de nous. Je veux dire, c'était déjà au niveau de la pathologie, je veux dire de l'histologie, où il n'y avait pas ce distinguo qui était vraiment très précis. Ah, d'accord, c'est dans le recueil de la donnée. Voilà, donc on ne ça. peut pas retourner au recueil de ces données. D'accord, donc c'est le recueil qui s'est amélioré en codifiant, Voilà, d'accord, autrement. Ok, tout à fait. je comprends. Alors, d'autres questions sont arrivées sur le chat. Isabelle Musvetto, alors je m'excuse encore si je dis mal le nom. Y a-t-il une différence de survie entre les cancers du poumon non à petites cellules et à petites cellules? Oui, bien sûr. Ça, vous verrez que pour le cancer du poumon, on a une fiche globale et une fiche et 3 autres fiches par sous-type histologique, donc les adénocarcinomes, les carcinomes épidermoïdes et les carcinomes à petites cellules. Et donc, les carcinomes à petites cellules, oui, ils ont une moins bonne survie que les autres. D'accord. Donc ça, vraiment, si vous êtes vraiment intéressé par ces sous-localisations, vous pouvez aller regarder toutes ces fiches. Tout est vraiment distingué par sous-type histologique pour le poumon. Et ça, c'est la première fois qu'on a fait ça. Et c'est vraiment un apport de plus de cette étude de survie. En train de... Ouais, je voulais juste vous partager l'écran justement par rapport à ce que vous étiez en train de dire. C'est au moment où Brigitte a dit ça, pour vous montrer un peu à quoi ressemble justement donc le rapport. Et donc là, vous voyez, pour le poumon, vous pouvez voir tous les chiffres, donc avec les commentaires, avec tous les chiffres. Et en fait, vous avez la même chose pour l'adénocarcinome et cancer. Donc en fait, vous pouvez tout trouver en ligne, les rapports entiers pour comparer les chiffres et les... Vous voyez, vous avez vraiment tous les chiffres, hommes, femmes, à 1 an, à 5 ans, par âge, avec les graphiques. Alors, avant de poser les autres questions, il y a une petite question plus pratico-pratique. Pour les gens qui ne connaissent pas bien les cancers, pourriez-vous expliquer ce que sont les tumeurs invasives et non invasives? Vas-y. Je te sens prendre ta respiration, vas-y. Alors, on va prendre l'exemple des cancers du sein, parce qu'il y a beaucoup de cancers in situ du sein. Alors, un cancer in situ, c'est un cancer qui n'a pas franchi la membrane basale, donc ça, c'est un terme technique. Disons qu'il y a une membrane au niveau des organes qui, une fois qu'elle est franchie, cette membrane, elle peut donner des métastases au niveau des ganglions et des métastases à distance. Donc, les cancers in situ qui n'ont pas franchi cette membrane basale, ce sont des cancers in situ, ne peuvent pas donner de métastases dans les ganglions et à distance. Donc, c'est pour ça que ce sont des tumeurs qui ne sont pas invasives. Une tumeur invasive, par définition, peut donner des métastases. Donc, il y a un risque de décéder de ce cancer. En revanche, une tumeur in situ, donc non invasive,
normalement, ne peut pas donner une métastase et donc on n'est pas à risque de décéder d'un cancer in situ. Donc, il existe des cancers in situ du sein, du côlon rectum, de plusieurs organes comme ça. Et donc, les registres ne prennent pas, on les enregistre, les cancers in situ du sein, on enregistre les cancers in situ du côlon rectum, mais on ne les prend pas en compte dans les données d'incidence et surtout pas dans les données de survie, puisque, par définition, elles ne peuvent pas donner de métastase et ne peuvent pas induire le décès de par elles-mêmes. Est-ce que j'ai été claire? Je pense. Et c'est très. Je ne sais pas si tu n'as pas parlé du dépistage, mais pour le coup, c'est important. C'est très. Si, enfin, un peu. Ouais. C'est important pour la survie, quoi. Pour l'interprétation de la survie. Voilà, parce que finalement, pour les cancers du col, aussi du col utérin, c'est très important, puisque le dépistage en lui-même, c'est justement de détecter ces tumeurs in situ, donc avant qu'elles deviennent invasives, avant qu'elles deviennent mortelles, c'est de les détecter et de les traiter donc avant qu'elles deviennent incidentes. Donc ça, c'est l'apport du dépistage. Et donc ça, ce sont toutes ces tumeurs, elles ne sont pas prises en compte dans les données de survie. Et donc c'est pour ça que, je veux dire, il ne reste dans les données de survie que les tumeurs incidentes. Donc, je veux dire que les tumeurs qui n'ont pas été détectées finalement et enlevées avant d'être invasif. Pour répondre dans le chat, il y a une question. Si, bien sûr, en fait, elles peuvent évoluer de in situ, mais justement, en fait, c'est l'idée, c'est soit on les voit pas, en fait, le but, c'est de les dépister en in situ, de les enlever, enfin, de les traiter, pour qu'elles n'évoluent plus. Donc, en fait, si on prenait, dans un monde idéal, où on prenait tout le monde au stade in situ, il n'y aurait plus de cancer. Donc, en fait, ça serait formidable. Et en fait, justement, oui, elles peuvent évoluer. Et donc, c'est celles qu'on n'arrive pas à dépister qu'on retrouve une fois qu'elles ont évolué. Donc, en fait, si on arrive à enlever toutes celles qui sont prises en charge précocement, finalement, nous, on enregistre souvent celles qui sont diagnostiquées plus tardivement. D'où le fait que la survie, parfois, peut sembler ne pas s'être améliorée, mais c'est aussi il y a plein de personnes qu'on n'a pas là enregistrées et qui vont bien, quoi. Et le problème, quand on parle de surdiagnostic, par exemple, c'est que ces tumeurs, on ne sait pas si elles vont évoluer justement vers une tumeur invasive ou est-ce qu'elles vont rester comme ça, in situ, tout le temps, ou est-ce qu'elles vont régresser. Et ça, c'est le gros problème. C'est ce qu'on entend surtout, le surdiagnostic, le surtraitement. Mais bon, dans le doute, parce qu'on ne sait pas vraiment distinguer une tumeur in situ qui va évoluer d'une tumeur in situ qui ne va pas évoluer. Donc, c'est vrai que les cancers in situ du sein, par exemple, on les enlève et souvent, à 50%, elles ont de la radiothérapie aussi. Et donc, ces cancers in situ, on ne savait pas si elles allaient évoluer. Mais je veux dire, en proportion, il y en a énormément qui auraient évolué par rapport à celles qui seraient restées. Ça, c'est aussi un petit peu aussi le problème de certains cancers de la thyroïde, des microcancers de la thyroïde qu'on enlève alors qu'on ne sait pas s'ils auraient évolué. Donc, je veux dire, les cancers de prostate aussi, ça, c'est le gros problème. Le PSA détecte des petites tumeurs de prostate qui n'auraient pas évolué, qui n'auraient pas induit une mortalité plus tard. Donc ça, mais dans le doute, je veux dire, il vaut mieux surtraiter que de laisser comme ça et de ne pas traiter et que ça évolue. J'en profite pour poser une question parce que l'implication de la mortalité liée au traitement n'est pas non plus quelque chose d'anodin et surtout à ne pas laisser de côté. Du coup, ma question renvoie à ce que je voulais poser au préalable. Dans la survie, dans la mortalité que vous donnez et que vous mettez donc en lien au cancer, quelles sont les règles de déterminer que c'est en lien avec le cancer? Parce qu'en ORL, vous donnez des chiffres. Si c'est des co-cancers, je peux vous dire qu'il y a encore plus de morts suite aux séquelles des traitements des cancers. C'est ma spécialité. Donc, du coup, quelles sont les règles que vous avez pour dire c'est en lien avec le cancer? Parce que je ne l'ai pas trouvé dans le document elle l'a expliqué, Gaëlle. À partir en fait, ce n'est pas des règles. Oui, c'est ça. Ce n'est pas des règles, c'est vraiment une estimation en rapport avec la mortalité attendue. D'accord. On n'a pas la cause de décès, nous. Oui. On n'a pas le droit de l'enregistrer. Effectivement. Du coup, c'est des statistiques par rapport à la modélisation de la survie, des caractéristiques socio-démographiques de votre population. Donc, en fait, ça comprend tout potentiellement.
Oui, Ça les veut dire séquelles que du ça cancer, mais bien comprendrait sûr. aussi Oui, la mortalité liée à la oui, complication, au traitement, bien etc. sûr. Ça prend en compte Merci, tous ces décès, bien sûr. merci. J'en ai une deuxième, mais ça, c'est une remarque. Je vois que dans le document, dans les lèvres, vous mettez les glandes salivaires. Il y a les glandes salivaires. Alors là, je suis un peu. Alors, il y a Emilia Chaberria, qui est un autre ORL qui est en ligne, là, que je vois en pénombre. Oui. Je suis surprise. Et il y a lèvres, il y a pharynx, oropharynx, et il y a Oui. glandes salivaires. Oui, mais les glandes salivaires, il y a une fiche spécifique pour glandes salivaires. Donc, Oui, je mais veux quand dire, vous donnez des chiffres totaux, ça veut dire que vous mettez les glandes salivaires dans le groupe alors lèvres. ça a été le gros problème parce que justement, lèvres, bouche, pharynx, ça comprend tellement de localisations que globalement, c'est vrai que ça ne veut rien dire de présenter Oui, tout oui, ce mais encore, il groupe-là. y a une logique. Mais pour nous, les glandes salivaires, c'est pas en plus tout à fait la même histologie. Donc, c'est ça qui me surprend. Nous, on les met pas ensemble, en fait, les ORL. Ah, ben, vous savez, quand les registres de cancer présentent toutes les localisations comme ça, c'est vrai que ça a toujours été compris dans l'ORL. Donc, Ah ouais. nous, Oui, dans en fait, l'ORL, oui, mais voyez, vous mettez le larynx à part. voilà, on met le larynx Vous à mettez part le et larynx à part, vous c'est pour mettez les ça, lèvres. c'est vrai qu'on a Et les glandes déterminé. salivaires, nous, on les met pas dans l'eau. Emilien, je Eh me ben oui, trompe là. mais on peut pas, nous, en tant que registre de cancer, on ne peut pas isoler les glandes salivaires spécifiquement parce que ça représente peu de cas. Et Bon, ben, puis, à la limite, vous les je mettez. pense que ça intéresse, excusez-moi, peu de personnes. Donc, c'est pour ça, ceux qui sont vraiment concernés par ça, ils peuvent aller voir la fiche spécifique glandes salivaires. Oui, bah, encore une fois, je pense que ça pourrait se discuter vraiment à un haut niveau, hein, parce que c'est vraiment très. Voilà. Bah, enfin, je greffe pas la discussion là-dessus parce que c'est pas le lieu. Hein, mais j'en parlerai aux responsables des filières ORL pour vous faire peut-être remonter quelque chose. Je ne pense pas qu'on puisse dire, publier des données comme ça globales avec des glandes salivaires qui se détachent du lot pour nous. Pour nous, il y en a tellement peu. Je veux dire, enfin, voilà. On est obligé de les mettre dans un bloc. En fait, l'intérêt, c'est. Mais il y en a. Bah, en fait, tu dis ça, mais on le fait. Ah En oui, fait, mais oui, c'est ce que je dis. Voilà. Il y a une fiche Ouais. spécifique de glandes salivaires, donc c'est ça qui est important. En fait, le problème, c'est plus pour les comparaisons internationales. Hein. Tout ça, ça vient des classifications de l'OMS, de faire des grands blocs. C'est si on veut ensuite retrouver. Donc, en fait, on n'est même pas vraiment autonome là-dessus. Non. Vous pensez, au niveau international, du coup, ils Ah mettent oui, systématiquement les glandes salivaires oui, dans oui, 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 lèvres. ça c'est sûr. Oui, D'accord. ça c'est sûr. Mais j'arrête de vous embêter avec ça. Hein, Non, mais ouais, voilà. Peut-être pour clarifier, parce que c'est vrai que là, on parle peut-être des choses hyper spécialisées. Il y avait une question au début du chat que j'avais sautée, puisqu'elle était plus d'ordre général, qui demandait est-ce que vous pourriez rapidement expliquer un peu le travail de recueil de données que vous faites avec la complexité justement de ces choses-là. Oh mon Qui Dieu. explique pourquoi, alors rapidement, je ne sais pas si vous pourrez, mesdames, mais pourquoi il y a de tels délais entre les données, les dates de publication et du coup la complexité de cette question qu'on vient d'aborder. Comme tu veux. Je pense qu'on aura les mêmes réponses alors. Ah ben oui. Là, voilà. Actuellement, cette année, par exemple, on reçoit toutes les données des cancers de l'année d'avant. Donc là, on va les demander. On va demander toutes les données des cancers qui ont été diagnostiqués en 2021. Donc là, le temps que toutes nos sources récupèrent ces données et nous les transmettent, ça va mettre plusieurs mois. Actuellement, on est en train de valider l'année 2019. Là, on est en fin de validation de l'année 2019, donc des diagnostics 2019 qui seront prêts cette année. Normalement, on va les envoyer cette année à notre base commune qui se situe au niveau des HCL. Et donc, et après, une fois qu'on a reçu ces données de diagnostic 2021, là, on va commencer, on a fait tout le package de l'année 2020, on va aller valider l'année 2020 en 2022. Donc, vous voyez, déjà, il y a 2 ans de délai. Le temps qu'on va dans toutes les sources, c'est-à-dire que nous, par exemple, dans l'Hérault, on a plus de 9000 tumeurs chaque année
que l'on valide. Mais on va voir à peu près 15 000 dossiers. On va de partout, on va voir les dossiers de chaque patient dans toutes les sources. On va dans les CHU, dans les CH, dans les cliniques privées, dans les CRLC, on va dans les cabinets de radiothérapie, dans les cabinets privés, et donc on récupère toutes ces informations. Le temps de les coder, de les saisir, de faire l'analyse de qualité, et donc de sortir toutes ces données qui sont validées à tous les niveaux. Et en plus, pour faire de la survie, il faut qu'on ait les noms de jeunes filles, les codes INSEE de naissance. Donc, je veux dire, ça, c'est tout un recueil qui met énormément de temps. Et pour les données de survie, il faut qu'on envoie notre base des personnes au RNIPP, donc au registre national des personnes, RNI, des identités des personnes. Tu sais la définition? Répertoire national de l'identité des personnes physiques. Voilà. Et donc, ils nous répondent si la personne est décédée ou non. Donc, ça aussi, ça prend énormément de temps. Les personnes qui ne sont pas retrouvées, il faut qu'on retourne parfois aux dossiers médicaux. Donc, je veux dire, c'est un dossier, c'est un travail de fourmi qu'on fait dans les registres. Et ça, on ne le réalise pas. C'est pas, on n'appuie pas sur un bouton pour avoir toutes les données. Et je veux dire, toutes les sources que l'on récupère, ce sont des données de l'assurance maladie, les données des cabinets de pathologie, les données du réseau de cancérologie, des cabinets de radiothérapie, les données de, et de toutes les structures publiques et privées, donc tous les DIM, les PMSI, donc, qui nous envoient. Donc, vous imaginez pas toutes ces données qu'on doit récupérer, dont on va faire la synthèse. On regarde s'il existe des doublons. On peut nous signaler une personne sous son nom de jeune fille, sous son nom marital, avec des différences de prénoms. Enfin, je veux dire, c'est un travail qui est énorme. Et après, il faut qu'on croise pour regarder si on a ces données dans notre base. Est-ce que c'est la même personne? Est-ce que cette personne a une nouvelle tumeur? Est-ce qu'il faut qu'on aille investiguer? Enfin voilà, je veux dire, on n'imagine pas le travail qui se fait dans les registres. C'est un travail de fourmi et un gros travail. Donc forcément, ça prend du temps. Je ne sais pas si Gaëlle, tu veux rajouter quelque chose? Non, mais parce qu'en fait, c'est vrai que ce qui est compliqué, c'est qu'on doit être exhaustif, en fait. Et si on faisait que de l'hospitalier, on pourrait aussi fonctionner avec les médecins, quasiment. En fait, nous, par exemple, sur les sources de notification des laboratoires, on peut faire des extractions mensuelles ou être quasiment en temps réel. Mais ce qu'il faut voir, c'est, en fait, notre souci, c'est l'exhaustivité. On est censé avoir les cas non pris en charge à l'hôpital ou même décédés au bout de 15 jours. Et donc, en fait, c'est cette contrainte qui fait qu'on est obligé, comme disait Brigitte, d'avoir des bases de données, des extractions de bases de données, et toutes ces extractions-là, souvent, on est obligé d'attendre que l'année soit finie et on met quelques mois à les obtenir. Donc, dès qu'on parle du PMSI, il faut vous imaginer que voilà, les PMSI attendent d'avoir clôturé leur année pour nous envoyer dans le premier trimestre, voire semestre 2022, tous les patients qui ont un code PMSI de cancer. Mais en fait, voilà, à partir de là, il y a des sources qui sont plus ou moins fiables, et le PMSI, c'est des milliers de dossiers à ensuite aller. Il y a vraiment les sources de notification qui nous disent, moi, j'ai un code de cancer, ou j'ai potentiellement un patient qui a eu un cancer qui est venu chez nous l'année dernière. Et à partir de là, en fait, c'est la consultation des dossiers. Donc, en fait, c'est ça qui est très long, quoi. Nous, on est à plus de 20 000 dossiers par an pour en valider 10 000, en gros. Oui, c'est ça. Voilà, c'est pour vous donner une idée du délai. Et avant, c'était 3 ans et maintenant, c'est 2 ans. Ça. Il faut que la tumeur qu'on prend, j'ai des patients qui ont été diagnostiqués au moment où ils habitaient dans le département que l'on couvre. Donc, parfois, ce sont des patients qui arrivent dans le département avec leur cancer. Ceux-là, on les élimine. Je veux dire, on élimine énormément de personnes qui ne sont pas dans les critères de sélection des registres. Donc, voilà. Et puis, en plus, on prend énormément de variables aussi. Je veux dire, ça, quand on va dans les dossiers, je veux dire, pour un cancer du sein, on prend l'HER2, les récepteurs hormonaux. Je veux dire, vraiment, on prend énormément de choses pour chaque tumeur. Donc, c'est vraiment un travail très important au niveau des registres, qu'on n'imagine pas. La question qui suit, c'est y a-t-il des pistes d'automatisation? J'imagine qu'il y a bien déjà des choses automatisées, mais à l'heure de l'IA, de tout ce qu'on entend, est-ce que ce travail de fourmi peut devenir un travail de frelon? On s'est beaucoup amélioré quand même. Je te laisse répondre, Gaëlle. Non, mais de toute façon, c'est toute la question, toujours, parce que ça a aussi un coût.
qui est très important, les registres. Donc, la question, c'est toujours de savoir qu'est-ce qu'on pourra faire avec le SNDS, toutes ces données. Mais en fait, pour l'instant, il n'y a rien qui a montré. En fait, c'est ce qu'on vous dit. En fait, c'est l'équivalent des données du PMSI pour nous. Et il y a des études qui montrent qu'on peut faire des estimations. Mais c'est toujours très difficile de compter des cas incidents à partir des bases de données. Donc, nous, on s'améliore sur notre… Avant, on avait 3 ans pour valider les données. Maintenant, on n'en a plus que 2. On a diminué le temps de validation grâce aux bases de données informatiques qu'on traite de mieux en mieux, en effet, avec des règles aussi, nous, qu'on peut appliquer. Par contre, de là à savoir si un jour, on pourrait se passer des registres et utiliser que les bases, pour l'instant, tous les essais qui ont été faits montrent que ce n'est pas la même qualité des données. Et en fait, c'est deux choses différentes, quoi, en fait. Et oui. Comme en recherche clinique. Voilà. Une autre question qui est, avez-vous une vision prospective sur l'évolution de la survie en fonction des actions de prévention importantes menées ces dernières années? Tabac, alcool, tous les comorbidités, les choses que vous avez évoquées. Est-ce qu'il y a un lien ou un recueil de choses au niveau des registres à ce niveau-là? Un recueil de choses. Non, nous, on ne recueille pas. Là, on va travailler sur Covid et cancer. Ça, c'est important. C'est-à-dire que là, au niveau des registres, on travaille sur des échanges, justement sur les stades. Gaëlle vous disait qu'on travaillait sur les stades. On va fournir des données de survie par stade. Et donc, justement, les données de survie après le Covid, ça va être très intéressant. Et notamment sur les stades aussi. On regarde les stades, certains stades avant le Covid et les stades qu'on va regarder, donc pas encore cette année, mais on aura les données l'année prochaine. Donc, après Covid. Après, est-ce qu'on peut envisager… déjà, on les suit dans le temps, toutes ces actions de prévention, alcool, tabac, on voit ces diminutions du cancer du poumon et des cancers ORL chez l'homme, cette augmentation énorme de l'incidence des cancers du poumon chez la femme. Là, ça devient vraiment… Le poumon chez la femme, l'incidence va presque dépasser le cancer du sein bientôt, je veux dire, parce que la courbe d'incidence des cancers du poumon chez la femme, elle augmente d'une façon inimaginable. Donc, bien sûr qu'on suit au niveau de l'incidence et au niveau de la survie tout ce qui est fait au niveau de la prévention et du dépistage, bien sûr. Vous en mesurez l'impact. Bien sûr. Okay. Une question plus technique qui était, avez-vous utilisé les EDI en variable? Si oui, avez-vous constaté des écarts significatifs? Non, c'est peut-être dans les perspectives. Mais on peut l'utiliser puisque les EDI, on les a dans les registres. Peut-être pas pour les années qu'on a étudiées, mais pour les années récentes, je veux dire, quand même, on a les EDI depuis quelle année pour chaque patient, on a son EDI. 2007 ou 2008, je crois. EDI, c'est un indice de défavorisation, en fait, qui permet, c'est un indice agrégé, parce que je vois qu'il y a la question dans le géographique. Chat. Voilà. C'est agrégé, c'est basé en fait sur les iris, et donc très très petite unité, et donc par iris, il y a des scores de défavorisation qui sont calculés, ce qui permet, comme nous, on enregistre les adresses très précises de la résidence, on peut attribuer à une adresse un iris, et donc un score de défavorisation. Donc, pour l'instant, on les a dans les bases. Ça n'a pas été utilisé pour cette analyse globale de survie parce qu'en fait, on ne les a pas forcément là pour les diagnostics les plus anciens et donc pour les études de tendance et tout, ça n'aurait pas marché. Par contre, il y a des articles qui ont été publiés de survie. En fait, pour certaines localisations, ça ne faisait pas partie de cette étude-là, mais certaines localisations ont été étudiées. Et donc, il y a plusieurs papiers qui ont été faits. Le sein et les tumeurs gynécologiques, voilà, déjà. Notamment. On a fait survie EDI dans les registres. Après, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui ont été publiés. Il y avait quand même le papier initial, si je ne dis pas de bêtises, qui avait été présenté il y a déjà un moment. C'était survie pour toutes les localisations en fonction de l'EDI, je crois. Oui, ça, c'est publié, ça. Voilà, donc il y a des papiers publiés, soit sur la survie globale, soit ensuite par localisation ou groupe de localisation, en fonction de l'EDI. Pour confirmer, c'est bien l'adresse au diagnostic que vous avez dans le registre et pas l'adresse avec des précédentes expositions antérieures. L'adresse au diagnostic. C'est bien l'adresse au diagnostic. Oui.
En fait, on a besoin de ça, c'est ce qu'on disait tout à l'heure aussi. Pourquoi ces registres ils sont si lourds? C'est quand on dit qu'on a besoin d'être exhaustif, c'est que si on veut produire des chiffres d'incidence, on a besoin de rapporter à une population. Donc, en fait, nous, on est obligé de récupérer des données de partout. Nous, par exemple, en Gironde, on est obligé de récupérer aussi toutes les données des patients girondins qui auraient été traités ailleurs. Et à l'inverse, tous ceux qui viennent se faire traiter au centre de lutte contre le cancer ou au CHU, on n'en veut pas s'ils habitent pas en Gironde, parce qu'à la fin, ce qu'il nous faut, c'est un nombre de cancers diagnostiqués chez les habitants de Gironde pour vraiment pouvoir faire une incidence. Il y a tant de nouveaux cas de cancer pour 100 000 habitants. Et donc, pour ça, il faut qu'on ait la même base géographique au numérateur et au dénominateur. Et c'est ça qui est très lourd dans les registres, parce que sinon, on prendrait les chiffres des centres de lutte contre le cancer et du CHU ou des cliniques qui traitent, et puis on se contenterait de ça, mais on ne peut pas le rapporter à une population pour le coup. Donc, d'où le fait qu'on a des bases géographiques, quoi. Et donc, on a vraiment l'adresse de résidence au diagnostic. OK. Bah, écoutez, je ne vois plus de questions dans le chat. Je pense qu'on a abordé un petit peu tout. On a approfondi vos données par pathologie, enfin, à certains endroits. Vous nous avez donné beaucoup de sources pour aller approfondir ce topo. Je vous remercie pour, s'il n'y a pas d'autres questions. Il y a beaucoup de commentaires qui vous remercient pour la qualité de la présentation. C'est vrai que c'était très didactique quand on ne connaît pas les registres, et même quand on connaît, ça rendait ça vachement intéressant. Et parfois, ça peut être un peu lassant parce que c'était vraiment de super qualité. Merci beaucoup, très didactique. S'il n'y a pas d'autres questions, merci beaucoup à tout le monde. Olivier, peut-être, tu peux clôturer? Rien de plus à dire, hein. Merci beaucoup. Peut-être juste, tiens, que puisque en fin de mois, il y a les journées SMAC qui sont également en ligne et auxquelles vous pouvez vous inscrire. C'est en partie organisé par les Bordelais qui ont porté la thématique. Les journées SMAC qui portent cette année sur les méthodologies guidées par l'IA pour analyser les données de cancer. Et puis, sinon, j'ai été ravi de réviser plein de choses sur ces cancers grâce à vous et d'en apprendre beaucoup. On vous donne rendez-vous aux prochaines séances du séminaire de l'Axe. Ok, merci beaucoup. Merci, à bientôt. Merci à bientôt et bonne journée à tous. Au revoir. Bonne journée.